l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie, oui, vous l'avez bien constaté, de Louis-Philippe Dubé et de Gonneau. On est tous les trois à la même table. Incroyable. C'est pas arrivé depuis plusieurs mois. Ouais, c'est assez rare. Alors, on se cherchait un peu. Là. On se cherchait un peu. Bon, il faut que je vous dise qu'on enregistre en début de semaine parce que je m'envole un peu plus tard pour aller assister au dévoilement d'une voiture dont on vous parlera brièvement dans quelques instants. Alors, si vous entendez le balado le week-end prochain, ben ça se peut que l'actualité concernant un produit Toyota ne soit pas tout à fait à jour parce qu'on en saura plus dans les prochains jours. Ouais. Cela étant dit, il y a quand même eu des nouveautés qui ont été dévoilées, des nouvelles surprenantes. On va vous parler aussi de ce périple que j'ai fait la semaine dernière à travers le pays tout entier pour aller chercher une petite voiture de 40 ans. Et Hugues va nous entretenir sur l'histoire du Jeep Grand Wagoneer, non pas le modèle qu'on connaît actuellement, mais celui qui a duré juste un peu plus longtemps, soit de 1962 à 1991. Ça ressemble à peu près à ça. Ça ressemble à ça. On va commencer avec Land Rover qui nous présente un Defender D7XR parce que la multiplication des versions chez Land Rover et surtout dans la gamme Defender, ce n'est pas un problème. Et grosso modo, ce qu'on a fait avec cette version-là, c'est de prendre un modèle Octa et de le pousser encore plus loin dans l'optique du Rallye Dakar. Oui, c'est ça. Ben, le Octa, si vous le connaissez déjà, c'est la version ultra performante du Defender. On a tout intérêt là, chez Land Rover avec le Defender de faire des variantes comme ça parce que c'est un véhicule qui est fort populaire. Et puis, si on regarde chez la compétition, les Allemands, on va avoir des véhicules qui sont plus performants. Mais on se démarque là, chez Land Rover avec le Defender parce qu'on va chercher la petite niche qui est la conduite hors route, le Dakar, etc. On va chercher de l'héritage un peu de la marque. Et puis, ben, avec celui-là, le D7XR, c'est un véhicule de compétition essentiellement. Littéralement. Hein? Les spécifications, c'est le moteur, c'est le même, V8 4.4 litres. Par contre, la puissance ne sera pas 626 chevaux à cause des réglementations de la FIA pour le poids par chevaux. Fait que on ne sait pas exactement ça va être quoi la puissance. Ça va probablement être restreint un petit peu, justement, pour concorder avec les réglementations. Par contre, une spécification intéressante, c'est le carburant, hein, le réservoir de carburant. Ouais, c'est pas tant le carburant comme tel que la quantité qu'on peut y mettre. Ben, le carburant est intéressant aussi parce que dans les réglementations, on a un carburant qui est durable. On a une réglementation un peu comme en Formule 1 en 2026. Fait que ça va être un carburant qui ne sera pas fait avec des énergies fossiles, mais bien fait avec probablement de l'hydrogène et des molécules de carbone, etc., où est-ce qu'on va pratiquement concevoir un carburant synthétique pour la série ou pour l'équipe de course en question. D'après moi, ça se vend pas 1,43$ le litre. Ça. Non, je ne crois pas. Non. Quand tu vas le voir sur l'enseigne, tu ne pourras pas te plaindre parce que ça va être le seul que tu vas pouvoir acheter. Ça va être conçu pour le véhicule, mais là, on va avoir des détails sur ces carburants-là, beaucoup plus dans les prochaines années parce que les séries de compétition vont aller tranquillement vers la confection de carburant synthétique, c'est un autre sujet. Mais le réservoir, oui, c'est 550 litres de carburant qui rentre. Hein, Pas 50, là. 550. 550. C'est plus de 5 fois plus que le réservoir du Defender régulier. Et ça te permet, grosso modo, de traverser le désert au grand complet sans crainte de manquer de carburant. Là, il y a le fait aussi que même s'il y avait des stations-service, le véhicule prend seulement un type de carburant qui est un carburant durable. Donc, je pense que ça va aussi avec ça, le fait qu'il faut en conserver le plus possible dans le véhicule. C'est pas le genre de carburant que tu vas retrouver au fin fond de la Mauritanie. Exactement. Mais on jase, là. Mettons que tu arrives chez Petro-Canada à Laval et que tu commences à faire le plein. Puis que tu arrives à la caisse pour payer ta facture après, puis que tu en as pour pratiquement 1000$, le gars te croira pas. Là. Je pense que la préautorisation de 250$ sur la carte de crédit n'est pas suffisante. Il va falloir repasser 2 fois. Puis même là, t'as pris 1 an de plus juste de faire le plein. Là. Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est aussi long faire le plein d'essence de ce véhicule-là que de recharger une Chevrolet Bolt. Mais c'est à peu près ça. Mais bref. Fait que c'est évidemment, on ne connaît pas les prix, on ne connaît pas les détails. Est-ce qu'on aura une quantité considérable de versions commercialisées chez nous à suivre? Écoute, c'est un véhicule de compétition, là, fait que peut-être. Mais c'est surtout un véhicule qui va être ça. payant parce qu'on multiplie les versions qui coûtent toujours de plus en plus cher. As-tu remarqué qu'on n'en lance pas des nouvelles moins chères? Ouais, On monte tout le temps. Avec un plus petit vers le haut. réservoir de 40 litres ou des trucs comme ça. C'est ça. Là. Non, ça existe pas. Et ce sont toujours des séries très limitées, là, comme le Ben Octa, oui. si je ne me trompe pas, c'était 2000 exemplaires. Donc, puis Ouais. comme Pour tu dis- le Edition One. Ouais, pour la Edition Edition One. One. Non, après puis ça, je pense qu'en termes d'améliorer l'aura de Land Rover, je pense que c'est un produit qui est bien placé pour justement qui fait parler, mais qui en même temps, sur le long terme, peut aussi beaucoup aider l'image de marque. Oui, parce que comme tu disais, c'est le véhicule le plus vendu chez JLR, mais c'est aussi un véhicule qui passe à travers l'épreuve du temps efficacement. On en achète plus aujourd'hui qu'on en achetait lorsqu'il est arrivé sur le marché en 2020. Il y a comme une mode qui s'est développée autour de ce véhicule-là. Et on ne peut pas dire que la même chose se soit passée à ce point-là avec les Range Rover, particulièrement le sport, là, qui se vend peut-être un peu moins bien qu'à une certaine époque, au détriment du Defender qui, lui, connaît une ascension incroyable. Ouais. Bon, puis le Discovery, lui, on est pratiquement aux oubliettes. Le quoi? Oui, c'est ça. Le disco. On l'a pratiquement oublié. Mais c'est intéressant de voir l'évolution de ce modèle-là. Puis comme je l'ai déjà mentionné, moi, de pouvoir imaginer un Octa 90. Ah à oui, deux portes, on en parlait ça de serait ça. quand même, ça ouais. serait quand même une machine Avec intéressante. toute la puissance de 626 chevaux, mais avec le petit empattement. Le petit c'est- empattement. Mais là, tu Pourquoi pourrais pas un modèle décapotable? Ouais, mais là, tu pourrais mettre juste un réservoir de 200 litres. Tu vas où avec ça? Ah, je sais pas. Ouais. Je sais pas. On va revenir à quelque chose d'un peu plus rationnel. Kia qui a dévoilé les prix de l'EV5. EV5 qui va être un véhicule exclusif au marché canadien, évidemment, pour l'Amérique du Nord. Ça vient directement rivaliser avec un Chevrolet Equinox EV, là, littéralement. Mais on est très agressif au niveau des prix, au point où le prix d'entrée est plus bas que celui de Nissan Leaf. Alors, c'est très agressif. Là. Ouais, 43 495. Excluant les frais de transport, Exactement. préparation. Rajoutez 3 000 $ à tout ça. Bah ouais, c'est ça. Donc, pour la version traction, puis là, si on veut un modèle intégral, là, on parle de 52 495. Mais tu sais, quand on regarde ça, ça sont des prix qui Mais t'as un modèle intégral à 49 995. Oui, exactement. C'est Excuse-moi, 49 995. Donc, juste en bas de 50 000 pour le modèle intégral, c'est quand même intéressant. Puis tu as une batterie de 81,4 kWh. C'est une architecture 400 volts. Donc, ça ne sera pas une vitesse de charge aussi rapide qu'avec une Ioniq 5, par exemple. Ouais. Mais on anticipe quand même une vitesse de charge intéressante. Ça va être au-dessus de 100, là. Ça va être au-dessus de 100 km. Oui, c'est sûr. Là, si on est à 150, c'est très correct. Puis, là. honnêtement, souvent, ce qui arrive, c'est que les vitesses de 235, T'es atteins 270, jamais. Non, on les non. atteint jamais. Puis Fait que le réseau est souvent pas là. ça va arriver, mettons, en oui. juillet, à un moment donné, à 23 C'est ça. degrés, avec la batterie à 7-8 %. Oui, ça va arriver à un moment donné avec ça, puis c'est très agréable quand ça arrive. Mais souvent, on va voir en moyenne du 150, 120 avec la moyenne des véhicules. Et avec une architecture comme ça, on épargne sur les coûts de production du véhicule. On peut justifier un prix qui est plus avantageux. Puis le rapport prix-prestation sur le papier, il a l'air absolument incroyable. Il y a 8 versions de disponibles pour ce modèle-là. Alors, on fait les choses en grand chez Kia et j'ai très, très hâte de voir ce produit-là arriver chez nous parce que si les ventes de véhicules électriques s'effritent en ce moment, j'ai l'impression que ça pourrait les revigorer Absolument. un peu parce que ça répond directement aux besoins et aux désirs des consommateurs. Ah, t'es complètement dans le cœur du marché. C'est un VUS compact avec un look sympathique, avec un format parfait pour les familles, offert à prix raisonnable, Bien avec équipé. une bonne autonomie Voilà. et avec une technologie électrique sur laquelle on peut se fier. Parce que il y a beaucoup de véhicules qui sont lancés sur le marché qui sont un petit peu plus hasardeux en termes de qualité, de fiabilité. Ici, on sait qu'on est en terrain connu et qu'on a des éléments qui sont convaincants. Et ce qui m'intéresse particulièrement,
quand je regarde cette échelle de prix-là, là, on parle de, disons, 44 à 61 000 tout dépendant de ce que tu veux mettre dedans. Ouais. Ben, je ne fais qu'imaginer quel sera le prix du EV3 qui, lui, va arriver au printemps. Du V4 même, là. Le V4 va arriver d'ici quelques mois. Je m'en vais la conduire dans la semaine prochaine, en fait. Ouais. Mais j'ai très, très hâte de voir quel sera le prix de le V3 parce que le V3, en ce qui me concerne, viendrait rivaliser avec la Leaf. La Leaf, le prix de départ est plus élevé que le V5 et le V3, on va certainement être 5 000 en dessous, là. On n'a pas le choix. Donc, si le prix de départ du 9V3 est à, disons, 38 000 et qu'on part à 46 pour une Leaf, puis la Leaf à 46 000, c'est celle que tu veux pas. Là. Ouais. Tu sais, ce que tu veux, c'est la SV+, Ouais. qui est minimalement 50 000 Alors, j'ai bien de la misère à voir comment Nissan va réussir à se distinguer là-dedans. On arrive avec un nouveau produit qui est pas mal mieux qu'avant, là, on va le dire, la Nissan Leaf. Mais en termes de prix, je trouve ça cher. Je trouve ça extrêmement cher, surtout en comparaison avec la facture des États-Unis. Parce qu'une Leaf aux États-Unis, ça part à 30 000, 32 000 américains. Et nous, on part à 45. Donc, c'est vraiment, on fait le taux de change littéralement, ce qu'on voit à peu près jamais dans l'industrie, sauf dans des grandes voitures de luxe. Alors, c'est pas très avantageux au niveau compétitivité pour la Leaf. Tu vas me dire qu'elle est la première des nouvelles petites à arriver sur le marché, parce qu'arrivera prochainement le CHR, le Uncharted chez Subaru, la Bolt 2027 qui devrait arriver d'ici quelques mois et le V3 au printemps. Mais faut qu'on soit capable de vendre sur le long terme chez Nissan, là. Pas pendant quelques mois, le temps que les autres arrivent. Ouais. Alors ça, pour moi, c'est un peu un problème. Et je vous raconte une petite anecdote concernant la Nissan Leaf. Je suis allé la présenter il y a 2 week-ends à Salut Bonjour à Québec. Sur le retour, je suis arrêté à Saint-Apollinaire pour me recharger. Alors, sur 7 bornes de recharge, je n'ai jamais été capable de la ravitailler. Il y avait un problème de programmation sur le véhicule parce que, semble-t-il que le véhicule est pré-programmé pour de l'autocharge, c'est-à-dire que c'est plug and play. Là, c'est plug and play, tu n'as pas besoin de mettre de carte de crédit ou de carte d'abonnement, de ci, de ça. Un peu à la Tesla. Là, et comme le véhicule était programmé pour ça, bien, évidemment, c'est pas mon véhicule. J'ai pas l'application sur le téléphone, rien. Ouais, c'est un emprunt. Ben là, qu'est-ce que je fais? Là, je suis pris, puis je vais être honnête, là, j'avais étiré ça un petit peu. Il me restait 4 km d'autonomie. Donc, je n'avais plus de jeu. Puis, grosso modo, là, à 0 degré, une Leaf, quand tu roules sur l'autoroute, tu vas faire 330-340 km. Alors, c'est correct, là, tu sais, je veux dire, bon, dans le contexte. Mais là, je peux te dire que j'étais dans ce moule. Et une chance que j'ai des contacts parce que c'est un tech de Nissan aux États-Unis qui, par mise à jour infonuagique, m'a permis de finalement pouvoir ravitailler l'auto. Mais quelqu'un qui est propriétaire de la voiture, que l'application, ça va être correct. Là, ça devrait techniquement être correct, mais ne faites surtout pas l'erreur de quitter sans télécharger l'application et sans désactiver l'autocharge si la borne sur laquelle vous vous ravitaillez n'en est pas équipée. C'est ça, ce qui est le cas pour la très, très grande majorité des bornes au Canada. Ne pas prêter son auto. Oui, c'est ça. Ou ne pas prêter ton auto en disant « Oh, oui, pars avec ça, tu vas avoir du fun. Ça, c'est un enjeu. Mise en garde. C'est une nuance qu'il faut considérer. Puis tu vois, la vitesse... Moi, j'avais préconditionné la batterie avant d'arriver aux bornes pour avoir une vitesse de charge maximale qui est supposée être à 150 et j'ai atteint 102. Ouais. Le mieux que j'ai vu, c'est 102 kW de vitesse de charge. Autour du point de congélation, même si j'avais préconditionné la batterie. C'est normal. Alors, tu sais, ça donne une idée. Mais retour à Kia, on arrive avec le V4 et le V3 prochainement, pas longtemps après le V5. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va rafler le marché avec ça. C'est très agressif comme ça. Puis que s'il y a des... Parce que, bon, on connaît les objectifs de vente de véhicules électriques qui sont contraires à ce qui se passe en ce moment dans le marché. Là.
en 2025, on est supposé vendre 22 de véhicules électrifiés pour atteindre la norme du gouvernement du Québec et on est actuellement autour de 14 Donc, il y a un sérieux déficit. Et en 2026, on est à 32,5 Alors, est-ce que ce sont des véhicules comme ceux-là qui vont faire en sorte qu'il y aura un regain des ventes, voilà. Mais je pense pas qu'on va atteindre 32,5 Puis, tu sais, il ne faut pas oublier un truc. 32,5 si tu en vends 20 puis que tu es à 12,5 d'écart, mais pour chaque véhicule électrique non vendu qui distance l'objectif, ben, ça peut aller jusqu'à 20 000 d'amende par véhicule. Fait qu'on parle de milliards de dollars en pénalité pour les constructeurs qui n'atteindraient pas l'objectif. Un objectif qui est contraire aux décisions des gouvernements de reculer par rapport aux subventions qu'on offre. Bon, ou de mettre en pause. Là, mais regarde, le fédéral l'a fait. Le fédéral a repoussé les objectifs, mais Québec ne l'a pas fait encore. Exactement. C'est un sérieux problème. Il y a des rumeurs qui diraient que l'Europe aussi serait en train d'envisager de reculer son objectif de 2035 pour le 0% thermique. Ouais. Et si l'Europe recule, ça va avoir un gros impact sur la conception des nouveaux produits et donc la distribution des nouveaux produits chez nous. Veut pas. Bien sûr. Donc, on me dit à l'oreille que Trump aussi a reculé. Ah, OK. Ouais. Ah, ouais. Donc, non, mais c'est pour dire que cet objectif-là, à un moment, c'est bien beau d'imposer des trucs, mais faut aussi tenir compte de la réalité. Ben, absolument. Ouais. Je vous parle de la fameuse G90 Winback de Genesis. Je sais que vous en avez parlé à l'émission la semaine dernière, mais moi, j'étais présent sur place. J'ai partagé sur mes réseaux sociaux un petit clip qu'on a aussi mis sur le site du Guide de l'Auto. Ouais. Et c'est parti en vrille. Et je salue d'ailleurs un jeune homme de l'Inde qui a pris mon clip et qui l'a mis sur TikTok et qui a fait 3 millions de vues avec. Comme quoi, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est mon fils qui m'a montré ça, en fait. C'est un peu... Hey, papa, tu sais, regarde, il y a quelqu'un qui a copié ton clip. Fait que tu me vois, moi, sous-titré, en train de présenter l'auto sur TikTok. OK. Et j'y comprends rien, mais c'est pas grave. Bon. Cela étant dit, c'est un design qui a fait énormément parler. C'est basé sur la berline G90. Alors, pas besoin de te dire que 3,2 mètres d'empattement, c'est une très, très longue voiture. Et j'ai pu parler au designer de cette voiture-là, qui avait aussi créé un coupé basé sur cette voiture-là, qui est très élégant, qui fait très Bentley dans son approche. Là. Évidemment que la Winback, c'est celle D'abord, c'était une surprise. Personne ne savait que cette voiture-là allait être dévoilée ce jour-là. Pas même les gens de Kia en Amérique du Nord. Autant les PR canadiens qu'américains, personne n'était au courant. Alors, on a vu la voiture arriver en scène et tout le monde a fait « Mais qu'est-ce que c'est ça? » C'était vraiment spécial parce que d'habitude, tu t'attends, il y a un communiqué qui est préparé. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'image média, pas de communiqué de presse de préparé. On n'avait jamais vu de ça. Et on a préparé des images 48 heures plus tard qu'on nous a finalement fournies avec un petit communiqué qui ne disait pas grand-chose. Mais j'ai posé des questions. Moi, initialement, j'étais persuadé qu'il y avait un V8 sous le capot parce que lorsque la voiture est arrivée en scène, ça grondait vraiment comme un 8 cylindres. Et je sais que on a dans le catalogue Kia, chez Kia Hyundai Genesis, devrais-je dire, un moteur V8 qu'on a utilisé dans le passé. Alors, et comme c'est un fantasme d'ingénieur, cette voiture-là, je me suis dit, bon. Mais ce qu'on a fait, c'est littéralement... Il y a en masse de place en avant, si tu regardes le bonnet. Oui. Mais ce qu'on a fait, grosso modo, c'est de prendre une G90 berline avec le moteur 6 cylindres biturbo, qu'on connaît, là, qui a aussi sous le capot du GV80 coupé. On a complètement modifié l'échappement. Alors, c'est un gros échappement quadruple et on a artificiellement modifié la sonorité pour que ça sonne comme un 8 cylindres. Mais la voiture pourrait être produite. Ce qui est assez ironique, c'est que quand j'ai posé la question au designer, il m'a dit, ben oui, c'est le fantasme de tout le monde. On rêve de produire cette voiture-là. Le constructeur a pris la décision d'y aller vers la production de modèles plus mainstream. Et moi, j'ai levé la main en disant,
quand vous voulez dire mainstream, vous voulez dire que 22 Genesis G90 vendus l'an dernier au Canada, c'est un véhicule à volume? Parce que mon feeling, c'est que si vous ameniez la Winback sur le marché, vous en vendriez probablement 10 fois plus que la berline. C'est fort possible. Et on dirait que les constructeurs automobiles sont très conservateurs dans leur approche parce que, regarde, on va se le dire, là, une berline, ça se vend plus. Ça se vend en Corée, oui. Ouais, c'est difficile. Ça se vend en Corée, mais tout le marché européen, on achète beaucoup plus de familiales. Et chez nous, en Amérique du Nord, on a un appétit pour les familiales de haute performance. Regardez Mercedes-Benz qui vient de revenir avec la E53 AMG, là, qui est une voiture fantastique. La RS6 avant, qui est une voiture qui se vend plus que la RS7, qui se vend plus que la A6. Et du côté de chez BMW, ben, la M5 Touring, évidemment, qui est beaucoup plus désirable que le pendant berline. Toutes des voitures très abordables. Là. Non, on parle pas... On parle pas d'abordabilité, là. On parle ici d'une voiture, de voiture d'enthousiasme. Et on rêve d'avoir la M3 Touring et on rêve d'avoir toutes ces machines-là. Alors, si Kia pouvait produire cette voiture-là, la vendre à 125 000 pour une facture équivalente à celle de la berline et aller chercher une clientèle, justement, complètement champ gauche. Et pour une première fois, venir rivaliser avec les Allemands dans un territoire qu'ils dominent largement, je pense que ça serait un coup d'éclat, un coup d'audace. Et comme m'a mentionné le designer Luke, dont je ne suis jamais capable de prononcer, lui, là, je ne suis jamais capable de prononcer ça. Dunkerwalk, c'est ça. Très sympathique en passant. Il n'y a rien d'impossible là, pour la production. C'est pas comme si c'était... C'est pas comme si c'était très complexe à faire. Bon, évidemment, il y a une homologation, tout ça. Oui, mais on a homologué une G90 berline pour le marché canadien pour en vendre quelques dizaines d'unités par année. Alors, c'est certain que si la Winback arrivait chez nous, ça se vendrait davantage. Cela étant dit, c'est la voiture qui a été sur toutes les lèvres durant cet événement-là, même si on avait la Genesis GT Concept et le GV60 Magma qui était l'attrait principal, devrais-je dire, de cet événement-là. On nous a fait des tours de piste. Je peux te dire que c'est vraiment impressionnant en termes de performance, de transfert de masse, les vecteurs de couple, la puissance, tout ça. En fait, c'est toute la quincaillerie de la Ioniq 5N, mais adaptée pour le GV60. Oui, mais avec un vecteur de couple plus intéressant et avec, évidemment, moins de... On a mieux géré les suspensions pour que le véhicule soit plus vivable au quotidien. La seule chose dont on ne nous a pas fait mention, et écoute, là, on est allé dans les sous-détails, là, nous expliquer comment les amortisseurs étaient développés. On est vraiment allé dans des détails techniques assez poussés. Mais ce qu'on nous a absolument pas dit, c'est quelle serait l'autonomie et la consommation énergétique. Ça, on n'en a pas parlé. Fait que c'est sûr qu'il faut s'attendre à un véhicule qui va faire 300-325 km d'autonomie. C'est toujours comme ça. Parce que tu regardes la Ioniq 5N, la Ioniq 6N, c'est pas des grosses autonomies, là. Non, c'est ça, exactement. Ça consomme beaucoup parce que, justement, c'est conduit avec enthousiasme. Et j'ajouterais ceci... C'est sûr que c'est un coup d'éclat de lancer ça couleur orangée. Il y aura du noir, du blanc, du gris. Là. C'est un gros coup d'éclat, mais le GV60, en ce qui me concerne, c'est déjà un produit brûlé. Comme l'orange? Oui, c'est comme ça. Le magma. Mais c'est un produit qui se vend déjà plus. Alors, pourquoi on met autant d'emphase sur ce véhicule-là? Je trouve ça bizarre qu'on ait choisi celui-là pour lancer la marque Magma, la sous-marque Magma. En même temps, c'est un jeu de mécano, comme tu dis. On prend une carrosserie existante, une plateforme technologique existante, on mélange ça. Et puis c'est électrique. Avec la G70, tu n'aurais pas pu le faire parce que c'est un jeu de mécano qui est relativement facile à faire. Ouais, c'est ça. Mais bon, évidemment, on nous a amené on a amené aussi sur le circuit des G70 modifiés pour qu'on puisse s'amuser un peu. Mais l'attrait de cet événement-là, c'était le GV60 Magma. Et j'ai très hâte de voir ce que Magma va faire par la suite. Parce que, avez-vous remarqué un truc aussi? L'emblème Magma qu'on a dévoilé chez Genesis, c'est littéralement l'emblème AMC dans un miroir. Alors, allez googler ça, regardez l'emblème, le logo Magma. Mais évidemment, le logo Magma a été dessiné en signifiant
Ce que ça veut dire, c'est Genesis Motorsport, là, grosso modo. Mais c'est une signification évidemment coréenne. Mais si vous prenez cet emblème-là et vous la mettez dans un miroir, c'est littéralement l'emblème AMC avec un carré au bout. Et c'est assez particulier. Totalement dans un autre registre. Oui. On ne parle pas exactement de la même chose. Ouais. Rapidement, c'est ce dont on parlait en début d'émission. Ben, je m'envole pas plus tard que dans quelques heures pour aller assister au dévoilement de la Toyota GR GT et de la GR GT3, accessoirement du concept LFA. On va relancer des supercars chez Toyota Lexus. Évidemment, la dernière, ça a été la LFA qui date de 2010, si mémoire est bonne. Oui, dans ces eaux-là, oui. Autour de ça. Ouais. Et c'est une voiture aujourd'hui, c'est une des rares voitures japonaises qui se transige au-delà du $1 million. Alors, que sera la GR GT, GR GT3? Bon, GR GT3, c'est le modèle de course, mais j'ai très, très hâte de voir ce que ces voitures-là vont avoir l'air et ce qu'elles vont avoir à offrir. Assurément qu'il y aura de l'hybridation, là. C'est clair que Toyota va jouer cette carte-là. C'est sûr. Mais très hâte de voir ça. Et ça, ben, on vous en parlera davantage la semaine prochaine. Le guide de l'auto. Hugues, tu nous parles cette semaine d'un véhicule que j'affectionne particulièrement. Oui. Et tu sais pourquoi? C'est Oui. le Jeep Grand Wagoneer, mais pas celui qu'on a lancé en 2022 ou qu'on a relancé en 2022, plutôt l'original. Boîte automatique, climatisation, vitre électrique, tout cela est aujourd'hui bien normal dans un utilitaire, mais pas en 1963. À l'époque, un camion, c'est un camion, c'est-à-dire rustique. Les essieux sont rigides, les éléments de confort sont inexistants et les aptitudes routières n'ont aucune importance. Le Wagoneer va venir chambouler ces idées reçues. Bon, évidemment, c'est un véhicule à 4 roues motrices. Qu'est-ce que ça représente dans les années 50? Parce qu'un 4x4, c'était peu commun. À cette époque, le marché des véhicules à 4 roues motrices est encore niche. Mais il est largement dominé par Jeep. L'introduction au millésime 61 de l'International Scoot vient un petit peu bousculer la donne. En effet, il est plus moderne que les produits Jeep et se permet même d'avoir de vagues capacités à rouler sur la route. Pour les dirigeants de Kaiser Jeep, Willys, le concepteur original de la Jeep, avait été racheté par Kaiser Motors en 1953, c'est le signal d'alarme. Dès le début de 1961, des fonds sont débloqués pour un nouveau moteur et pour une nouvelle ligne de véhicules. Il faut dire que le modèle dédié au transport de passagers, le Station Wagon, remonte à 1946. Achilles Carlos Sampietro, qui avait travaillé pour Alfa Romeo et Austin Healey avant de rejoindre Willys en 1952, se chargera du développement moteur. Baptisé Tornado, il s'agit d'un 6 cylindres en ligne de 230 pouces cubes avec arbre à cam en tête, une technologie rare à l'époque, voire inconnue sur un camion. Mais Sampietro avait fait ce choix non pas pour aller chercher plus de tours par minute, mais pour mieux travailler autour d'une chambre de combustion hémisphérique, la meilleure solution pour un moteur à explosion selon lui. C'est Dan Hammond, vice-président responsable de l'ingénierie, qui assure le développement de la plateforme SJ. Grâce à une excellente intégration des composants de la transmission intégrale dans le châssis, les ingénieurs ont réussi à créer un véhicule plus bas, tout en conservant une très bonne garde au sol. Non seulement cela permet un meilleur accès à bord, mais cela améliore aussi la tenue de route. Tenue de route encore améliorée par les disponibilités en option d'un essieu avant indépendant, utilisant des barres de torsion à la place des ressorts à lame. Le Wagoneer est aussi le premier véhicule à 4 roues motrices à offrir une transmission automatique, une 3 rapports fournie par BorgWarner, un accessoire indispensable pour séduire les familles. Quant au design, il est signé Jim Hanger, directeur responsable du style pour Jeep, en association avec le consultant Brooks Stevens, le collaborateur régulier de Jeep et de Studebaker et créateur des Excalibur. Le Wagoneer se situe entre un 4x4 et une berline familiale grâce à ses flancs lisses, ses larges surfaces vitrées et son imposante grille verticale, suggérée par Stevens, tout en conservant des proportions solides. Il a l'air impressionnant, mais en fait, il ne mesure que 4,66 m de long. Si le Wagoneer connaîtra plusieurs évolutions de style au cours de sa carrière, pratiquement aucun de ses panneaux de tôle ne sera modifié. Joli coup de crayon. Et quand est-ce que Jeep dévoile ce véhicule-là officiellement? Le Wagoneer est proposé au public à partir du 14 novembre 1962 pour le millésime 63. Il est disponible en carrosserie 2 portes, vitrée ou fourgon tôlé, ou 4 portes, en 2 ou 4 roues motrices, avec une gamme basse en boîte manuelle uniquement, et en 2 versions, base ou de luxe, qui deviendra custom en cours d'année. Le seul moteur proposé est le Tornado, développant 140 chevaux.
Les portes à large ouverture donnent accès à un habitacle pour 6 personnes. Les familles ont un choix d'options presque inconnu dans l'univers du camion à l'époque. Sélection de 10 couleurs extérieures, freins et direction assistée, radio AM, horloge électrique, compas, de série sur les 4 roues motrices, ceinture de sécurité, oui, c'était encore une option, vitres de rayon arrière ou ouverture électrique, etc., etc. Les professionnels peuvent quant à eux obtenir un treuil, une prise de force ou le verrouillage de différentiel arrière. Il y en a tout pour tout le monde. Quelques années plus tard, Jeep en fera d'ailleurs la promotion avec le slogan de Two Car Car, la voiture double usage. Le magazine Four Wheeler appelle le Wagoneer une avancée importante dans le monde des 4x4. Il ne faut pas oublier que tout le travail de développement du châssis SJ servira également de base au pick-up Gladiator, présenté en même temps que le Wagoneer. Ce véhicule connaîtra lui aussi une longue carrière puisqu'il sera construit jusqu'en 87, la fin de sa fabrication coïncidant avec le rachat d'AMC par Chrysler. Avec ces 2 modèles, les objectifs de Jeep sont atteints puisque la marque voit ses ventes augmenter de 42% pour le millésime 63, mais ce n'est qu'un début. Et les évolutions vont être nombreuses dans les 5 années qui vont suivre. Là. Avec une carrière de 29 ans, le véhicule va connaître beaucoup d'évolutions, c'est évident. Mais nous allons ici, évidemment, parler que des plus significatives. Et il y en a dès 1964, avec l'ajout d'une climatisation optionnelle. Une version basse compression du 6 cylindres est proposée, 133 chevaux, mais elle ne sera disponible qu'un an. En avril 65, Jeep présente son premier V8 avec un 3,27 pouces cubes de 5,4 litres, donc de 250 chevaux. Baptisé Vigilance, ce bloc est fourni par AMC et est accouplé en option à une boîte automatique turbo-hydramatique à 3 rapports de chez GM. Le Tornado reste le moteur de base, mais pas pour longtemps. En cours de millésime, il est remplacé par un 6 cylindres d'origine AMC, 3,8 litres, 145 chevaux, à cause de problèmes de fiabilité. Toujours en cours de millésime, la grille subit un important changement. Elle passe de verticale à horizontale sur toute la largeur. Pourtant, l'emboutissage du capot n'est pas modifié et il est simplement traité comme une prise d'air. Malin, pas cher. L'année suivante voit l'introduction d'un modèle déterminant, le Super Wagoneer, qui est tout simplement le premier VUS de luxe de l'histoire. Il vient tout équipé. Version à carburateur 4 corps du V8 Vigilante, 270 chevaux, boîte automatique, air conditionné, galerie de toit, siège baquet, console, moquette épaisse, finition faux bois, sellerie de luxe, et le prix est en conséquence 57% plus cher que le Custom 4 portes. Wow. Cette version durera jusqu'au milieu du millésime 69. Courant 1967, les versions 2 roues motrices apparaissent et les 2 portes fourgon et vitrées subissent le même sort. Les versions 2 roues motrices disparaissent et les 2 portes fourgon et vitrées subissent le même sort un an plus tard. Le millésime 69 entraîne des modifications mécaniques, suppression de l'option de roue avant indépendante, remplacement du 3,27 pouces cubes AMC par un 350 Buick de 230 chevaux appelé Dauntless et disponibilité d'une transmission manuelle à 4 rapports en supplément. Bon, évidemment, Jeep va être racheté par AMC un peu plus tard. Oui, en janvier 1970, American Motors, qui voit du potentiel dans le marché des utilitaires sport, se porte acquéreur de Jeep pour la somme de 70 millions de dollars. Une broutille. Bien leur en prendra. Ça, c'est quoi? C'est à peu près 5% du prix d'un site web? C'est à peu près ça. Ça clique? Bien leur en prendra, car 10 ans plus tard, c'est Jeep qui maintiendra AMC à flot. Logiquement, le V8 Buick est remplacé en 1971 par des blocs AMC de 304 et 360 pouces cubes, de 210 et 245 chevaux respectivement. Les barres verticales de la grille disparaissent en 1970 au profit d'un quadrillage, alors que la finition en faux bois sur les côtés de la caisse revient en 1971. En janvier 71, le 6 cylindres 232 pouces cubes est remplacé par un 258 pouces cubes de 250 chevaux. Une innovation majeure est introduite en 1973, la transmission intégrale permanente Quadratrac, qui permet de ne plus avoir à enclencher les 4 roues motrices. Là encore, le début d'une nouvelle tendance. D'abord disponible en option, elle viendra de série dès 1975. Toujours en 1973, la planche de bord est repensée et le 304 pouces cubes est abandonné, alors que le 360 peut développer 175 ou 195 chevaux selon le choix du carburateur. Et il va avoir un modèle significatif pour le Wagoneer qui va arriver à la fin des années 70. Alors, pas tout à fait à la fin. Outre de nouveaux pare-chocs et l'apparition de freins à disque, le millésime 74 voit le lancement du modèle Cherokee, destiné à lutter contre les Ford Bronco et Chevrolet Blazer. Ouais. Au niveau de la carrosserie, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un Wagoneer 2 portes.
Mais l'introduction du Cherokee a pour conséquence de pousser le Wagoneer plus haut dans la gamme. Disparition du 6 cylindres, V8 de 360 pouces cubes de base et 401 pouces cubes 6,6 litres de 215 chevaux en option. Ce bloc sera supprimé à la fin du millésime 78. Cette logique sera amenée à sa conclusion en 1977 avec la présentation d'un Cherokee 4 portes qui entraînera l'apparition d'une version limited du Wagoneer en janvier 78. Ouais. Cette version limited, descendante du Super Wagoneer, aura une liste d'équipements exhaustive. Climatisation, régulateur de vitesse, volant ajustable en hauteur, vitres, sièges et verrouillage électrique, siège baquet et intérieur en cuir. Encore une première pour un véhicule à 4 roues motrices. Pour les autres évolutions, on notera l'allumage électronique et des ressorts de suspension revus en 1975, des châssis renforcés en 1976 et la disparition de la version custom en 1977. À ce moment, Jeep produit entre 15 et 20 000 Wagoneer par année. Ce n'est certes pas un gros volume, mais il s'agit d'un véhicule extrêmement rentable pour la marque. La meilleure année de cette période sera en 1978 avec 28 871 exemplaires et la pire sera en 1980 avec 10 481 exemplaires. Entre les deux, évidemment, il y aura eu le second choc pétrolier et c'est pour cela que le 6 cylindres fera son retour en 1980, mais le V8 restera le moteur de base. En 1979, la calandre avait été profondément remaniée avec des barres verticales et des phares carrés. Une boîte manuelle Tremec à 4 rapports est proposée en 1980. Elle passera à 5 rapports en 1982, avant que les manuels ne disparaissent purement et simplement au millésime 83. Toujours côté transmission, la turbo-dramatique est remplacée par une Torque Flight fournie par Chrysler. En 1981, un déflecteur est installé à l'avant pour améliorer la consommation et une nouvelle finition Broom placée entre la version de base et la Limited est ajoutée. Le 6 cylindres redevient le moteur de base. Le tableau de bord est révisé pour 1982 et il le sera à nouveau en 1986. Le Quadratrack est remplacé par le Select-Track, permettant le passage à la gamme basse uniquement en 4 roues motrices avec le modèle 83, alors que le niveau de base est supprimé. Et il y a un autre modèle qui va venir chambouler la carrière, si on peut s'exprimer ainsi, du Wagoneer. Cette fois, c'est au milieu des années 80. Exactement. En 1984, Jeep présente ses nouveaux Cherokee de génération XJ, modèle qui sera produit jusqu'en 2001. Avec eux vient une version UP baptisée Wagoneer. Alors le Wagoneer original devient le Grand Wagoneer. Le changement le plus important est l'installation de nouveaux feux arrière, une première depuis 1963, des feux provenant des anciens Cherokee. Malgré l'arrivée de son cousin plus moderne, le Grand Wagoneer continue à bien se vendre, 20 019 exemplaires en 84, 17 814 en 85, 17 254 en 86 et 14 265 en 87. Pour 1985, le Select-Track est amélioré et un différentiel à glissement limité est disponible en 86. Une nouvelle grille en 3 sections est installée en 86 et de nouvelles roues sont offertes à partir de 1987. Cette année marque aussi l'abandon du 6 cylindres. En mars 1987, Chrysler se porte acquéreur d'AMC. Rapidement, plusieurs modèles passent à la trappe, mais même s'il est alors en fabrication depuis 25 ans, pas le Grand Wagoneer. Malgré sa production limitée, il dégage encore de grosses marges. À partir de là, Chrysler va simplement le faire évoluer pour améliorer la finition et installer des pièces Mopar, console de toit ou compresseur de climatisation par exemple. Un console de toit qui venait notamment d'une Dodge Grand Caravan. Exactement, tout à fait. Ouais. Les ventes se maintiennent encore un temps, 14 177 en 88, puis commencent à chuter, 10 159 exemplaires en 89 et 6 449 en 90. Le dernier Wagoneer sort des chaînes d'assemblage le 21 juin 1991, après seulement 1560 exemplaires pour le millésime 91. Le nom Grand Wagoneer reviendra en 93 comme une version UP des nouveaux Grand Cherokee de la série ZJ, mais il sera supprimé après une seule année et 6378 exemplaires, laissant le Grand Cherokee Limited au niveau de la gamme. Et comme tu l'as dit au début, ce n'est qu'en 2022 que le nom réapparaîtra avec un nouveau modèle en châssis court ou en châssis long. Chez Chrysler, Jeep, l'histoire est définitivement un éternel recommencement.
Alors, c'est un des véhicules de l'histoire qui aura duré le plus longtemps. Tout à fait. Je pense que le record absolu, ça appartient à la Savannah et à la Chevrolet Express. Là, sans changement, là, ça, c'est dur à battre. Sans gros, je te dirais à des véhicules comme une Fiat 124 ou une Lada qui est dérivée de la Fiat 124. Ouais, ça Il y a- a duré longtemps aussi. La Et- Saab 900 qui a duré longtemps. La Peugeot 405 qui est encore en production aujourd'hui, qui va bientôt avoir 40 ans. Ouais, aussi, c'est vrai. Mais bref, dans l'industrie auto nord-américaine, Ça, c'est un des records. étirer un modèle de À ce 62 à 91, il faut quand même le faire. Ouais. Puis aujourd'hui, les modèles 91, et particulièrement si tu as une unité peinte en vert avec toit ouvrant de tôle, ça se vend bien au-delà des 100 000 Oh, parce oui, que c'est- c'est super rare, C'est- c'est et, très puis- recherché. et ça reste un véhicule très désirable, Ouais. même et spécialement les dernières versions, les dernières années, qui sont, à mon avis, plus fiables. Oui, plus fiable, mais pas moins gourmande. Oh non, bah ça, ça compte pas. Quand on aime, on compte pas. Voilà. Merci, Hugues. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Ben, Antoine, la semaine dernière, tu n'étais pas avec nous parce que tu étais sur la route, en fait. Oui. Tu m'avais dit que tu étais en vacances, mais comme on disait dans l'émission, durant tes vacances, tu vas chercher des véhicules à l'autre bout du monde. Pas la première fois que je dis ça. Cette fois-là, c'était des petites Honda de Ouais. 40 ans là, que tu as été chercher à Vancouver puis que tu as ramené sur leur propre pouvoir, on peut dire. Là, en partie là, jusqu'à exactement. Montréal. Alors, deux voitures que j'ai trouvées dans la région de Vancouver, elles étaient à 20 minutes de distance l'une de l'autre, avec deux histoires complètement différentes. Une Civic 1500S 1986 qui avait été achetée neuve à Vancouver, qui a eu deux propriétaires, qui est documentée, que j'ai acheté sur le site Bring a Trailer, mais qui est un modèle canadien relativement rare, avec un étrangleur manuel, 230 000 km. C'est des autos qui étaient complètement rouillées après 7-8 ans d'existence, là. Alors, ça temps passait normal, pas là. l'épreuve du temps à l'époque. Puis moi, j'avais possédé en 95 une Civic 1500S 85 et c'était déjà une survivante. Il commençait déjà à y en avoir moins en 95. C'est te dire à quel point c'était rare. Et donc, j'ai trouvé cette voiture-là qui m'intéressait beaucoup. Et tout près de là, ben, sur Marketplace, je vois à vendre une Honda CRX 1986, même millésime, même base. Pas la même motorisation parce que ça, c'est un modèle HF, donc une version américaine qui avait été développée pour une très, très faible consommation de carburant. Ça fait 58 chevaux seulement, mais ça pèse moins de 800 kilos. Alors, c'est pas si mal en performance, pour être honnête. Fait que là, tu avais acheté la première voiture, puis là, tu en as trouvé une autre après avoir acheté la première voiture. Après Puis avoir- Tu t'es dit, comme au Costco, mettons, tant qu'à être là. Bah, Tant qu'à être là, on va ramener les deux. Fait cocasse sur cette CRX-là, elle a été achetée neuve par le hockeyeur Denis Potvin, qui était joueur étoile des Highlanders dans les années 80. Et c'est après un divorce que sa femme a quitté les États-Unis pour déménager à Vancouver où elle a amené la voiture. OK. Et il y a un type qui l'a acheté de cette femme-là il y a 11 ans. Et moi, je l'ai récupéré. Donc, j'en suis le troisième propriétaire Wow. également. Alors, je suis arrivé là-bas. On est... le hasard faisait que Toyota avait un véhicule média qui devait rapatrier à Montréal, un Toyota Tacoma TRD Pro. Alors, on me propose de prendre le camion pour remorquer la CRX jusqu'à Montréal. Ouais. Alors, j'ai loué une petite remorque U-Haul, un Dallé là-bas, pour pouvoir ramener la voiture. Fait la réservation en ligne, nanana, arrive à Vancouver et une fois qu'on installe la remorque sur le camion qui m'a été laissé à l'aéroport, ben là, la demoiselle chez U-Haul réalise devant moi que les feux ne fonctionnent pas bien Sur le dolly. sur le Dallé. Fait que j'ai dit, parfait, on va prendre l'autre dans l'arrière. Ah non, lui, il peut pas s'en aller. Ah non, lui, il peut pas s'en aller. Elle dit, là, il faudrait appeler le service d'assistance routière. Et moi, de lui dire, regarde, je viens de faire 5000 km, là. J'ai réservé ça il y a un mois. Je ne perdrai pas une journée à attendre le service d'assistance routière pour qu'ils viennent changer une ampoule sur la lumière. Alors, j'ai quitté, malgré devant elle, avec la remorque, Ah ouais. en lui disant, je vais vivre avec les problèmes si jamais je me fais arrêter parce qu'il y a un feu défectueux, parce Ouais. que je n'ai pas une journée à perdre pour une ampoule que vous n'avez pas remplacée.
Et donc, je suis allé arrimer la CRX là-dessus, ça pèse absolument rien. Là. La remorque et la CRX, ça faisait pas 2000 livres. Ah! Donc, tu sais... T'avais pas besoin d'un Tacoma, là. Pas besoin d'un Tacoma. Cela étant dit, après 4920 km de parcouru au volant d'un Tacoma hybride, je dois le dire, c'est un TRD Pro, là, mais c'est quand même la motorisation hybride, ben, la consommation moyenne était à 16,4 litres au 100 km. Alors, j'aurais mieux fait avec un GMC Sierra 5.3 litres ou avec un Ford F-150 3.5 EcoBoost. Ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, soit dit en passant, parce que avec un EcoBoost de Ford, j'ai déjà remorqué une petite Mazda et j'avais une moyenne de 14. Donc, un Tacoma, oui, ça a une capacité de remorquage, mais tu vois que le moteur est vraiment réglé pour offrir un rendement optimal dans le contexte où il est à l'aise dans les meilleures conditions. Ouais. Un TRD Pro, évidemment, c'est pas le modèle le plus aérodynamique. T'enlèves quelques ça t'aide pas. Les pneus, puis etc. Là. Mais puis c'est pas le modèle le plus confortable non plus, là. Vraiment. T'entends les turbos à tout bout de champ, ça travaille fort. C'est vraiment pas fait pour ça. Pour la grande route. Là. Il était capable de remorquer. Là, je sentais pas la remorque à l'arrière. Là. Ça, c'était pas un problème. Mais tu vois déjà que le moteur travaille. Puis ça me ramène encore une fois à dire... Il n'y a rien comme de la cylindrée quand tu veux remorquer. Tu as beau dire ce que tu voudras, une multiplication de turbocompresseurs puis de technologie pour du travail comme ça, c'est bon rien. Les gars, en anglais, on dit « There's no replacement for displacement ». C'est exactement. J'en ai eu la preuve. Écoute, j'avais de la misère à faire 325 km sur un plein avec le Tacoma. Et... la CRX était arrimée à l'arrière et moi, je conduisais bon, j'étais avec un ami, on s'interchangeait les volants, mais je conduisais la Civic 1500S et puis le Tacoma était rendu vide, la jauge à essence de la Civic était pas à la moitié et on faisait le plein. Et la Civic 1500S, dans ces conditions-là, avec un carburateur et un étrangleur manuel, là, pour vous donner une idée, on roulait à 6,8 litres, 6,9 litres au 100 de moyenne. Et on a eu les pires conditions climatiques qu'on ne pouvait pas imaginer. On était en novembre. Jamais j'aurais pu m'imaginer que je me taperais 5000 km dans la neige et dans des... Bon, évidemment, dans les... Comment? Je m'en doutais un peu. Moi, je sais pas. Quand t'es parti, j'ai dit, c'est pas le bon temps de l'année. Là. C'est pas le bon temps de l'année, mais en même temps, t'es en novembre. Là, tu fais... Les chances sont de mon bord. Ça aurait été l'année dernière? Ouais, c'est ça. L'année derrière, ça aurait été parfait. Bon, évidemment que traverser les Rocheuses, je me doutais qu'à un certain moment donné, en altitude, il y aurait de la neige. Mais des tempêtes puis des moins 14 à Regina, là, je m'attendais pas à ça. L'image que vous voyez à l'écran, pour ceux qui sont là, ben, c'est le véhicule à la fin du périple. Pas besoin de te dire qu'il y avait besoin d'un sérieux nettoyage. Mais... et la Civic aussi. Hein? Et la Civic aussi, ce qui a été nettoyé parce que là, elles sont rangées pour l'hiver. Bon, la CRX, la Civic, les deux ont été nettoyés par mon ami François Bonneville. On est allé faire un nettoyage en profondeur, nettoyage de sous-bassement, tout ça. C'est deux petites voitures que j'adore. Écoute, c'est le fun à conduire, ces petites autos-là. Ça pèse 800 kilos ou 775 kilos. La Civic 1500S, ça a 83 chevaux. C'est pas une fusée, là. C'est juste amusant. C'est de la conduite directe. C'est sensoriel. Hein, Et j'ai été étonné parce qu'il y a une journée où j'ai fait 1460 km dans une journée au volant de la Civic. J'avais même pas mal au dos. Là. J'étais vraiment, vraiment impressionné. Sérieux? Ça veut dire, oui, il y a des bruits de vent, t'as pas le raffinement des voitures d'aujourd'hui, mais position de conduite, t'es installé correct, tout roule. Puis, ce qui a peut-être joué en sa faveur au niveau confort, c'est que l'ancien propriétaire avait fait l'erreur, entre guillemets, de la chausser de pneus de taille 155-80 R13, alors que ce qui va dessus, c'est du 175-70. Et ça m'a aidé dans le contexte où c'était des pneus d'été. Mais j'ai traversé le Canada avec des conditions hivernales. Et parce que les pneus étaient très étroits, ben, j'étais capable de mieux composer avec les vallons de neige. Tout ça. Bon, c'était pas l'idéal, mais ça a fait le travail.
Et le fait que j'ai des flancs un peu plus épais, ben ça me donnait un peu plus de confort. Ouais, ben oui. Un peu moins de stabilité, cela dit, mais c'est pas comme si des 175, 70, 13, c'était un modèle de stabilité non plus. Alors, bref, ça a été toute une aventure, mais je peux te dire que ça ne m'a pas permis d'apprécier particulièrement le camion Tacoma, qui m'a déçu à plusieurs égards, et je ne comprends pas l'intérêt d'un TRD Pro. Après tout ça, là, à moins que tu veuilles aller jouer dans le sable, là, pour de vrai, régulièrement. Tu sais, jamais j'achèterais un TRD Pro. Il y a une espèce de suspension dans les sièges arrière avec des amortisseurs, mais le dossier du siège est tellement épais que c'est à peine si tu peux t'installer sur la banquette arrière. Il y a zéro dégagement. Déjà que c'était pas dans la génération précédente. Non, mais il n'y a pas de place en partant. Il n'y a pas de place en partant. Je suis obligé de t'admettre que la position de conduite est géniale. Aménagement de la planche de bord, tout ça. Il est cool. Le camion, tu le regardes, il est cool. Mais ça paraît très bien. Je pense qu'en fait, c'est son seul vrai intérêt, parce que de toute façon, il y a qui va utiliser ça dans la boîte, dans la cochonnerie? Qui va amener ça là-dedans? Là? Oh, ben, il y a des gens qui vont le faire. 3% des acheteurs de TRD Pro? 5? Allez. En fait, si tu achètes ça pour le look, là, c'est beaucoup, beaucoup de compromis. Ah oui, mais regarde, pourquoi tous ces véhicules-là sont à la mode? Tu sais, je veux juste vous rappeler que Toyota vend aussi un Tacoma relativement de base avec une boîte manuelle et un moteur 2.4 et ça fait le travail. Ouais. On est d'accord. Alors tu sais, mais encore là, je regarde le marché du pick-up intermédiaire en ce moment et à la lumière de ce que je viens de voir là, j'irais probablement chercher un Ford qui propose l'option d'un V6 2.7 litres ou même du V6 3 litres. Là, ça, c'est autre chose, biturbo. Là. Mais d'avoir un 6 cylindres dans un petit pick-up comme ça, ça va consommer moins, ça va t'offrir un meilleur rendement. Tu vas avoir plus d'agréments qu'un gros 4 cylindres avec des turbos. Moi, je pense que c'est l'option encore la plus viable. Oui, il y a encore le 3.6 disponible dans un Jeep Gladiator, mais là, c'est autre chose. Là. Puis, tu sais, ça revient à dire... le Nissan Frontier. Le Nissan Frontier, là, on est en arrêt de commercialisation temporaire, mais le Nissan Frontier avec le V6 3.8 litres, ça fait du bon boulot. C'est quand même assez gourmand. Oui, mais encore là, tu sais, on réduit les cylindrées pour l'homologation, pour l'efficacité, etc., quand que le véhicule est à l'âge, OK? Et puis, comme tu le disais tantôt, les véhicules dans des catégories comme intermédiaire et plein format, ils ont de plus en plus de capacité de remorquage sur les fiches techniques, mais avec des moteurs à petite cylindrée et qui consomment, quand on se rend compte, énormément. Énormément. Mais le but, c'est de réduire les émissions avec la réglementation. Mais je pense que la réglementation, on en parle souvent de ça, la réglementation, elle est un petit peu aveugle au fait que quand on réduit la cylindrée, on met tous ces turbocompresseurs-là pour un véhicule qui va tracter. On n'arrive pas au but de réduire. Jamais. Non, on est bien d'accord. Fait que, c'est un peu un détachement entre la SAE puis l'idée, ce serait la réglementation. Ce serait de faire des tests de consommation pour une homologation en charge. C'est-à-dire que tu as une consommation sans remorque et tu as une consommation avec la charge maximale nominale. Et c'est ça que tu annonces dans tes chiffres. On dit que les gens ne tractent pas, puis même les camions plein format, les acheteurs vont pas remorquer régulièrement, mais il y en a qui le font, il y en a qui achètent ça comme des compagnies comme ça, parce que heureusement. Le trailer, il est toujours puni après le camion. Il y a des compagnies qui achètent des TRD Pro pour les employés, là, mais... Non. Mais je parle des autres, par exemple, des autres camions avec des petites cylindrées. Un Colorado avec un 4 cylindres 2.7 turbo, ça consomme autant qu'un 5.3 V8. Là, c'est du travail à faire. Là. Juste pour votre gouverne, pour traverser le Canada avec ce camion-là, ça m'a coûté uniquement avec le camion un peu plus de 1400 $ d'essence. Et il y a des endroits au Canada où j'ai fait le plein à 1,12 $ le litre. Alors, c'est à dire à quel point ça a consommé passablement. Toi, réduction de consommation significative avec l'essai du BMW iX3. J'étais allé à son dévoilement. Tout est allé le conduire quelques mois plus tard. Oui, avant le dévoilement, j'avais eu l'occasion de conduire une version prototype qui était entièrement camouflée. Bon, on voyait pas l'intérieur, etc., mais on avait pu mettre le véhicule à l'essai brièvement. Et
écoute, c'est le premier véhicule de la Neue Klasse, de BMW qui annonce un peu qu'est-ce que BMW va être dans les prochaines décennies, autant au niveau du style qu'au niveau technique. Alors évidemment, on a un utilitaire électrique, entièrement électrique, le iX3. Pas besoin de dire que la puissance, elle est ample, 464 chevaux, je pense, pour le véhicule, 2 moteurs, évidemment. Les points que j'ai préférés du véhicule, c'est qu'on a conservé une suspension entièrement mécanique à la place d'aller vers une suspension qui est comme pneumatique, mettons, ou assistance. Pour des véhicules de luxe, normalement, on va faire ça pour dissimuler plus aisément le poids. Parce qu'on a une batterie de 108,7 kWh dans le iX3, là, fait que c'est quand même un véhicule qui est pesant. Mais on a été, chez BMW, on a mis là, tous nos efforts pour être capable de designer un châssis avec une suspension entièrement mécanique, puis un véhicule qui est le fun à conduire, qu'on sent pas nécessairement le poids autant qu'on le pensait. C'est souvent avec l'avantage des électriques chez BMW. Là, je pense à la i4. Ben oui, même avant la Neue Klasse, on l'avait là, chez BMW avec la i4. On avait mis l'ADN de BMW dans un véhicule. Pas parfait, mais quand même, on avait fait un bon travail. Et puis avec le iX3, le fait qu'on a une suspension mécanique, c'est non seulement plus de sensations avec le véhicule, moins falsifié comme sensation, mais aussi... au fil du temps, ça va moins cassé. Ça va être moins cher à remplacer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. La fiabilité chez les Allemandes? Évidemment. Non, donc, faut pas en parler. On a toute la vectorisation du couple. On a dessiné des super ordinateurs pour donner là, une meilleure sensation dans un véhicule électrique. Puis je pense que c'est, somme toute, réussi. Évidemment, on a la simulation du son, etc., qui vient avec. Ça, on peut enlever ça. Mais je trouve que pour un véhicule de ce poids-là, on avait peur un peu que BMW s'écarte, comme d'autres marques ont fait, puis perdent un peu leur ADN, puis ça n'a pas été le cas là, avec le iX3. Évidemment, dans l'habitacle, très simple, très épuré, on a un écran de 17,7 pouces, on n'a pas de bloc d'instrumentation. On n'a pas de bloc d'instrumentation comme tel en arrière du volant, mais on a une espèce de projection panoramique qui s'étend du pilier A au pilier A, puis honnêtement, c'est pas... Moi, je déteste les affichages à tête haute. Là, je les enlève tout le temps parce que j'aime ça regarder les blocs d'instrumentation plus que ça. Et puis, je trouve que l'affichage panoramique, si on le regarde sur les photos, ça a l'air intrusif, mais ça ne l'est pas durant la conduite parce qu'elle est un petit peu en dessous du niveau du capot, puis c'est assez discret, les couleurs, c'est sobre, puis tu peux... éteindre tous les petits widgets là, dedans puis avoir juste la vitesse. Tu peux configurer ça comme bon te semble. Comme faut. Donc, très confortable comme véhicule. Mais est-ce que c'est un véhicule avancé. désirable en terminant? Parce que moi, c'est ma crainte. J'ai vu le véhicule se faire assembler sur la chaîne de montage en Hongrie. Une usine qui est super moderne. On fabrique les batteries juste à côté. On nous vantait toutes les technologies, tout le mérite. Mais est-ce que la clientèle BMW va adhérer à la proposition? Est-ce que c'est un véhicule qui est désirable ou est-ce que ça ressemble pas un peu à l'erreur de Mercedes-Benz avec les EQE, EQS? Moi, c'est ça un peu ma crainte. Écoute, j'ai pas vu le prix encore. Il y a le prix qui va rentrer dans les facteurs de ça. Bon, OK, oui, mais moi, je pense que oui, parce que le look est quand même... Déjà, quand tu regardes le véhicule, là, on a repris la calandre un petit peu là, oblique. Là, ça, c'est beau. C'est très réussi. Ça, c'est clair qu'on a beaucoup moins la nausée qu'avec les modèles actuels. Exactement. Tandis que chez Mercedes, pour faire la comparaison que tu mentionnes, avec les modèles QE, tout ça, on s'était perdu dans le design. Donc, automatiquement, on regardait le véhicule puis il était moins désirable pour un fan de Mercedes parce qu'il se disait, j'achète un morceau de plastique, c'est pas bon. Puis, évidemment, c'est un véhicule électrique, mais si tu as conduit la i4, ça, c'est encore plus avancé là, au chapitre de la conduite pour moi qui ressemble à une conduite de BMW, c'est juste que c'est pas un moteur thermique. Donc, à suivre pour les prix, très hâte de conduire ça. Merci Louis-Philippe, merci les gars. Merci. On se retrouve donc la semaine prochaine et on en saura plus sur la GR GT3 de Toyota. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.